Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce 52e événement d'ISIS, 52e depuis plusieurs années. Depuis 2004, nous organisons ces événements-là. Et merci à tous d'être venus. Pour la première fois, c'est un mercredi matin, parce que d'habitude, c'est mardi ou jeudi. Alors en plus, après un pont, merci de cette mobilisation. Un matin consacré au management au cœur de l'écosystème de l'innovation avec le grand plaisir d'accueillir Hamid Bouchiki. Nous avons déjà eu plusieurs professeurs de l'ESSEC pour animer à la fois professeur Taronto, professeur Daniel Tixier, nous avons eu Fabrice Cavaretta, nous avons eu plusieurs professeurs de l'ESSEC, notamment du département management, et de nouveau ce matin avec Hamid Bouchiki, qui est professeur de management et d'entrepreneuriat, directeur académique d'ESSEC Venture, avec un CV extrêmement long. Je m'y suis intéressé, tu vois, en le regardant, en l'imprimant. Fallait pas. Ça prend beaucoup de pages. Ça prend beaucoup de pages de le faire, avec toutefois un nombre conséquent d'articles sur construire l'organisation de groupe, l'organisation en permanence qui sont au cœur de tes recherches depuis de nombreuses années. Et merci Hamid ce matin d'animer ce matin d'innovation avec 3 intervenants que je vais te laisser présenter et je vais te laisser animer. Mais en tout cas, je voulais te remercier au nom de l'ISIS d'être parmi nous et de ton soutien pour notre institut. Merci beaucoup, Xavier. Ça a l'air. Est-ce que ça marche? Oui. En tout cas, je peux aussi projeter la voix si je peux. Bonjour. Très heureux de passer un petit bout de journée avec vous. Merci d'être là. Je reconnais certaines têtes. Bonjour. Alors. En ce moment, moi, ce matin, ma tâche en fait est un peu facile parce que d'habitude, je dois officier ici une demi-journée ou une journée entière, mais aujourd'hui, ma tâche est un peu plus facile parce que finalement, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un panel d'intervenants qui va faire le job. Et ma tâche modeste ce matin sera simplement de leur passer la parole au bon moment, de m'assurer qu'ils auront le temps qu'il faut pour vous soumettre leurs arguments et que vous aurez la possibilité d'en débattre avec eux. Je suis donc Hamid Bouchiki, je suis professeur à l'ESSEC et je m'intéresse entre autres à tout ce qui concerne, à tout ce qui porte sur la capacité d'une organisation à innover, à inventer, à créer. Et donc, je me sens... je dois dire tout de suite que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc, peut-être que ce matin, j'avancerai un peu sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose. En guise d'introduction, et comme nous vivons une période intéressante, une période électorale intéressante, et je n'ai jamais entendu autant parler d'Adam Smith et de Keynes, et je n'ai jamais vu l'œuvre de ces 2 grands penseurs autant caricaturée. Les gens qui citent Adam Smith, d'ailleurs pour reprocher à d'autres d'en être, ne regardent que l'aspect main invisible, libre jeu du marché, etc. Ils ont oublié la théorie des sentiments moraux, qui est un énorme traité d'Adam Smith où il argumente que en fait, l'être humain n'est pas seulement égoïste, mais il est aussi capable d'empathie, et que c'est ce qui fait sa singularité. Mais bon, on a un peu oublié ça, et on ne cite Adam Smith qu'à propos de la main invisible. Vous allez voir où je vais en venir. Keynes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui autrefois pouvaient éventuellement se réclamer de Marx n'osent plus le faire, parce que ça n'est plus peut-être un nom qu'on peut prononcer. Et alors, il se raccroche à Keynes, comme si Keynes était le grand champion de l'économie administrée, ce qu'il n'était pas. Keynes était profondément un économiste libéral, convaincu des avantages et de la supériorité du modèle capitaliste et de la libre entreprise. Mais c'est simplement quelqu'un qui a théorisé la nécessité, quand les circonstances exceptionnelles l'imposent, la nécessité pour l'État de se mêler du jeu du marché.
mais simplement dans l'idée qu'il y a des moments où il faut qu'on s'en mêle, que la puissance publique s'en mêle pour rétablir un petit peu le cours d'une économie normale. Mais ceux qui citent aujourd'hui Keynes oublient cette deuxième dimension de l'œuvre du personnage. Et évidemment, j'aurais voulu entendre un peu plus parler de Schumpeter dans cette campagne. J'aurais voulu en entendre plus parler parce que, évidemment, c'est aujourd'hui le débat, certainement le débat le grand débat sur la compétitivité. Il y a sûrement un chapitre qui relève de la question des coûts et du coût de production et du coût de travail, etc. Certainement. Mais il y a aussi un autre volet du débat qui passe beaucoup, qui passe à la trappe ou qui n'est que exceptionnellement évoqué de façon un peu elliptique, et c'est celui de l'innovation. Oui, quand on pense innovation, on pense Schumpeter, évidemment, et j'aurais voulu entendre un peu plus parler de ce grand personnage. Et j'aurais voulu entendre un peu plus parler de lui, non pas seulement comme à l'instar d'Adam Smith et de Keynes. La plupart des gens, y compris moi, avant d'avoir lu Schumpeter dans le texte, quand on entend Schumpeter, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la destruction créatrice. Et il est vrai que Schumpeter a considéré que finalement ce qui faisait la caractéristique distinctive du capitalisme, c'est ce processus de destruction créatrice, c'est-à-dire c'est la possibilité dans une économie libre pour n'importe qui de challenger l'ordre établi et de bousculer des acteurs existants, des manières de faire existantes et d'établir une nouvelle offre. C'est un peu ça c'est la capacité de remettre en cause le statu quo. Oui, évidemment, Schumpeter a dit ça, mais Schumpeter a dit autre chose. Dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Schumpeter a dit autre chose. Il a dit que l'innovation qui est le moteur du capitalisme allait tellement, ou réussit tellement bien, fait tellement bien son travail, qu'elle donne naissance à de grandes entreprises qui contribuent beaucoup au bien commun en mettant à notre portée des produits, des services, de la consommation, dans des prix raisonnables, etc. Bon, l'innovation, elle apporte ça, mais en même temps, le processus capitaliste, son succès allait inévitablement faire que l'économie serait à terme constituée de grandes entreprises qui rendraient la fonction entrepreneuriale obsolescente et que le succès du capitalisme allait amener, du point de vue de Schumpeter, inévitablement le socialisme, d'où le titre de son livre « Capitalisme, Socialisme et Démocratie ». Alors, je vais vous lire une petite citation, juste pour poser le décor, et puis on verra comment est-ce qu'on pourrait lui donner tort éventuellement. Voilà ce que dit Schumpeter, c'est le capitalisme, donc je vous laisse lire. S'il reste stable économiquement, même s'il gagne en constabilité, crée en rationalisant. Le capitalisme rationalise l'esprit humain. Et ce mouvement de rationalisation de l'esprit humain et cette pénétration de la rationalité dans toutes les sphères de la vie, y compris dans la sphère familiale, et il y a des passages très intéressants chez Schumpeter sur l'invasion de la sphère privée familiale par la rationalité, ce mouvement de rationalisation, entre autres, allait jouer contre les circonstances mêmes et le moteur, on va dire, du capitalisme. Qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce qu'on doit en retenir ? On pourrait dire aujourd'hui, Schumpeter, il écrivait, c'était les années 30, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, c'était, je crois, 1934. Donc il a écrit ces choses-là dans un contexte historique bien déterminé. C'était à l'époque la concurrence entre le capitalisme et puis le communisme. Les deux blocs se constituaient. C'était une époque de forte remise en cause du capitalisme aux États-Unis et un peu en Europe. Et Schumpeter disait, il se pourrait quand même que le ver soit dans le fruit
Et c'est en cela qu'il rejoint un peu Marx. Marx prédisait la faillite du capitalisme par la lutte des classes. Et Schumpeter a dit non, le capitalisme est menacé, il pourrait un jour faire faillite, mais non pas par la lutte des classes, mais par ses succès. Le capitalisme serait victime de ses succès. Et il y a des passages sur la bourgeoisie qui a prospéré, grâce au capitalisme et qui finit par manger la main qui la nourrit et qui devient critique, la bourgeoisie, l'élite, etc., intellectuelle, qui allait contribuer à cette défaite annoncée par Schumpeter du capitalisme. Bon, a-t-il eu raison ou tort ? Chacun peut en juger. D'aucuns pourraient dire, oui, c'est l'histoire du verre à moitié plein, oui, de facto aujourd'hui, la propension à innover dans des économies dominées par de grandes entreprises pourrait pourrait s'effriter, ou pourrait s'être effritée. Si on veut argumenter ça, on pourrait trouver quelques éléments pour soutenir ça. Mais on pourrait aussi voir ça autrement et dire, finalement, Schumpeter a eu tort de s'inquiéter. Il a eu raison d'alerter, mais il a eu tort d'être très pessimiste parce que finalement, 8 décennies plus tard, le capitalisme a montré une résilience. D'ailleurs, d'aucuns diraient que Marx a rendu un grand service au capitalisme en l'avertissant sur ses contradictions et en permettant la mise en place de l'État-providence qui allait corriger la lutte des classes. Schumpeter aussi, peut-être il a été un peu trop pessimiste et le capitalisme a quand même continué à inventer et innover. Mais il y a quand même un avertissement et je vais m'arrêter là. Il faut quand même prendre ça au sérieux. Il faut prendre ce que dit Schumpeter au sérieux, c'est-à-dire prendre ça comme une invitation à rester constamment en alerte sur notre capacité d'innover. Parce que la pente naturelle, c'est-à-dire que si rien ne se passe, on irait vers ça. La pente naturelle des organisations, à mesure qu'elles s'installent, qu'elles grandissent, qu'elles grossissent, qu'elles se complexifient, la pente naturelle, c'est développer des routines, des manières de faire, des habitudes, des procédures, des règles, etc. etc. Et oui, si on n'y fait pas attention, on pourrait se trouver dans le scénario décrit et craint par Schumpeter. Comment éviter cette inévitabilité? Comment faire démentir Schumpeter? En voyant comment la grande entreprise, qui est critiquée ici implicitement, comment la grande entreprise, et peut-être de moins grandes entreprises, comment elles font face à ce défi de l'innovation. Je me rappelle avoir lu il y a longtemps, c'était début des années 90, une interview avec Bill Gates qui disait qu'il était conscient de cette inévitabilité de la bureaucratisation, on va dire, des entreprises et que généralement, comme les empires, les grandes entreprises finalement meurent parce que quand elles deviennent trop grandes et incapables de réagir et perdent leur agilité. À l'époque, il disait que c'était son obsession d'éviter ça. Et je crois qu'il n'est pas le seul à avoir cette obsession. Donc aujourd'hui, on va voir. Nous avons avec nous ce matin une représentante d'un grand service public français en pleine mutation, d'ailleurs visible quand on va dans un bureau de poste, mais je crois que ce qui est peu visible du public est encore probablement plus important, plus spectaculaire. Nous avons une multinationale jeune, une grande multinationale mais jeune, parce que finalement Microsoft n'a que 40 ans d'histoire, ce qui n'est rien. Et puis nous avons, on va dire, nous avons aujourd'hui notre alibi, la grande PME qu'on aimerait en avoir un peu plus en France. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette affaire-là, et qui va aussi, M. Hervé va aussi nous éclairer sur cette question un peu de la création, de l'innovation dans une entreprise comme la sienne.